Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet difficile. Pourquoi y a-t-il une opposition entre la gauche et la droite et pourquoi cette opposition est-elle indépassable? En effet, vous trouvez beaucoup de gens qui pensent que tout ça c'est du passé, que maintenant nous ne formons plus qu'une seule société, unie autour des valeurs libérales, de la quête économique, de la quête de la richesse, et que l'opposition de la gauche et de la droite est en fait un vestige des débuts du capitalisme. Je n'en crois rien. Je reprends l'essai de David Hume, le philosophe écossais, sur les partis. Et il est vrai que Hume considère au XVIIIe siècle les partis en Angleterre, puisque c'est là qu'ils sont apparus dans la période moderne avec toute leur virulence, eh bien, il considère que les partis sont au fond une sorte de malheur des sociétés plus ou moins démocratiques, et il fait référence assez justement à l'Antiquité, en particulier au modèle qu'a représenté pour les philosophes la fin de la République romaine, minée par la différence des partis, minée par l'opposition entre le parti sénatorial et le parti populaire. Parti populaire qui est celui de Marius et de César et qui finira par engendrer en fait l'Empire romain, tout simplement. Donc voilà, pour lui, les partis sont un mal et il retrouve en cela une historiographie ancienne. Mais les partis en ont pas moins sévi à Byzance, partis à propos des courses de chevaux, à Florence, les Guelfes et les Gibelins, à Rome, les Colonna et les Orsini, et ainsi de suite. Il n'y a en fait que les républiques aristocratiques, Venise, Berne, ou bien les monarchies, les despotismes, les tyrannies, qui étaient exempts de ces questions de parti. Et d'ailleurs, ce n'est pas un modèle excellent, comme vous pouvez vous en douter. Alors, les partis chez nous ont une définition assez claire, et Hume parle de 3 éléments qui peuvent définir un parti, et qui sont d'ailleurs souvent simultanés. Il y a pour lui des partis de principe, il y a pour lui des partis d'intérêt, et il y a pour lui des partis d'affection. Mais il avoue que la force d'un parti, c'est quand on réunit les 3 choses. Les principes sont les idées directrices. On peut dire aujourd'hui que la droite est libérale et que la gauche est socialiste. Du point de vue de la genèse de ces idéologies politiques, ce sont des frères siamois, puis jumeaux, puis maintenant ennemis, mais au fond leur origine est la même. Il faut la chercher dans l'utilitarisme anglais, dans l'œuvre de Bentham ou de Mill, qui ont défini simultanément ce que pourrait être une société libre et en même temps les dangers d'une société libre et la nécessité d'y apporter des corrections en faveur des plus faibles. Donc je pense que c'est une idéologie qui est au fond beaucoup plus récente qu'on croit, et son succès total par rapport à des idéologies totalitaires ne date finalement que de 1945 et de 1989. Donc nous n'avons jamais vu, si j'ose dire, le socialisme et le libéralisme aussi bien qu'au XXe siècle. Dans le socialisme, on a vu effectivement le communisme. Dans le libéralisme, bon, on voit aujourd'hui ce qu'on voit, à savoir que 1% de la population possède une part effarante de la propriété et que la promesse libérale de l'égalité ne s'est jamais réalisée, pas plus d'ailleurs que la promesse socialiste de l'égalité. Mais c'était des promesses qui à l'origine étaient les mêmes. Ça c'est l'aspect des principes. Il y a maintenant l'aspect des intérêts. La droite recouvre les intérêts des donneurs d'emploi, des indépendants, des rentiers. Et au fond, les intérêts de cette catégorie de la population ne peuvent pas coïncider, c'est même un jeu à somme nulle, avec ceux des employés ou des travailleurs ou des fonctionnaires qui sont effectivement toujours subordonnés en fait, au point de vue économique par les indépendants et par les rentiers. Et il y a là une contradiction économique au sein de notre monde qui n'est pas près de disparaître. Nous ne pouvons pas être l'ami de notre patron, même si notre patron est l'État. L'État se révèle un patron assez indifférent au sort de ses fonctionnaires
et en fait ne donne pas du tout le modèle à la classe patronale, si j'ose dire, de bonnes pratiques, mais au contraire se trouve très fréquemment condamné par les tribunaux des prud'hommes. Voilà, l'État n'est pas un bon employeur, l'État est un employeur, voilà tout. Et il n'y a pas moyen de dépasser cette contradiction. En ce qui concerne les affections, eh bien, il est vrai qu'au fond, souvent les partis se sont retrouvés autour d'un homme. Et cet homme suscitait par son charisme une intense comment dire, émulation affective et au fond représentait pour une partie de la population une sorte de modèle humain. Nous sommes en crise du point de vue affectif. Aujourd'hui, les politiciens ne représentent plus du tout des pôle, si j'ose dire, de l'affectivité, sauf peut-être de la haine, puisqu'on voit maintenant fleurir des déclarations tellement haineuses à l'égard des dirigeants politiques dans toute l'Europe, qu'on peut se demander si ce n'est pas un affect aussi. Freud disait que la haine est un affect aussi, et qu'il y a peut-être des liens d'affection particuliers avec les dirigeants européens qui sont de les haïr. Mais passé ce paradoxe, on peut se demander si le véritable tissu affectif d'un parti n'est pas vis-à-vis des dirigeants, il est entre les militants. Au fond, le monde du parti est un monde très solide parce que c'est un monde qui est tissé de liens affectifs et c'est le parti qui choisit ses représentants et ses dirigeants et il les choisit à partir d'une base très sincèrement et très sérieusement affective. Et voilà, nous en sommes arrivés à cette densité des partis qui est toujours une densité affective. Le parti est fait d'amitié, le fait de fidélité. Et au fond, ces éléments-là nous montrent que la gauche et la droite ne disparaîtront pas de sitôt. Elles sont profondément séparées par les principes, profondément séparées par les intérêts et finalement profondément séparées par l'affectivité. Merci.